Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour la dernière vidéo de 2023. C'est non seulement le dernier épisode du Stan & Willou Show en 2023, mais c'est aussi la dernière vidéo de la chaîne en 2023. Donc après ça, je vous dis bonne fête et rendez-vous l'année prochaine. Ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup de choses à déballer. On va faire un gros bilan de ce qui s'est passé cette année. Déjà Stan, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne année 2023? Et ouais, comment tout roule? Yeah, tranquille, ça va. Franchement, voilà, écoute, une année 2023 qui allait très vite. J'ai eu l'impression que c'est passé encore une fois très vite, tu vois. De plus en plus vite, hein. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Bon, voilà, nous, après, dans le football, je pense qu'on a vécu des moments vraiment intéressants durant l'année 2023. Il s'est passé plein de choses, tu vois. Il s'est passé tellement de choses en 2023 qu'il y a même des choses qui sont passées en 2022. On a l'impression que c'était en 2023 parce que les gars, ils sont en train de fêter les 1 an de leur victoire et puis tout ça, là, les bandits de Buenos Aires, tu vois. Donc, du coup, ouais, effectivement, franchement, footballistiquement parlant, j'ai eu beaucoup de plaisir. Sur les réseaux aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir, tu vois, comme d'habitude, quelques frictions avec quelques supporters, mais c'est normal, comme j'ai dit, on est tous des tocos. Donc, yeah, c'était cool, franchement. En plus, récemment, j'ai reçu mon recap, tu sais, t'as le recap YouTube et puis tout ça, puis je me suis dit, tiens, c'était vraiment cool. Checker les chiffres un peu et je me suis dit voilà, grosse évolution aussi, donc merci T'es content de tes chiffres? tout le monde. Ouais, je suis très content, franchement très content de mes chiffres et tout, et ça continue à être super constant, ça continue à augmenter, on stagne pas, donc voilà, donc merci, franchement merci. Avant de commencer à vous attaquer un peu là, on prend toujours le temps de vous remercier parce qu'on le dit jamais, tu vois, mais merci beaucoup. Voilà, franchement, belle année. T'as raison. Non, mais ça a été une magnifique année et encore aussi une très belle année pour nous avec plein de drafts et il y en a une prochaine qui arrive. On reparle de tout ça un petit peu à la fin. On peut faire un petit bilan perso aussi à la fin. En attendant, pour moi, l'idée de ce gros bilan foot 2023, c'était d'essayer de dessiner un petit peu les tendances. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Peut-être même au-delà de un tel a gagné le titre et ça c'est le palmarès de chacun, etc. De quoi on se souviendra dans cette année 2023? Par exemple, j'ai l'impression que en 2023, le football a un peu changé ses visages au pluriel. Tu sais, en NBA, on parle souvent de cette expression « the faces of the league ». Qui est la face of the league? Est-ce que cette dynastie LeBron, Steph, etc., c'est un peu en train de s'éteindre et maintenant il y a la nouvelle garde, etc. Les faces of the league, les visages du football, je trouve qu'ils ont changé parce que l'année 2023, elle a quand même commencé avec quelque chose de très fort. C'était le départ de Cristiano Ronaldo, c'était en janvier, 1er janvier ou genre 31 décembre 2022, mais le mercato hivernal, il commence avec quand même ce gros truc, le départ de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, et Messi a suivi en juillet. Donc ça fait quand même les deux gars qui ont gagné 13 des 15 derniers ballons d'or, ils sont plus en Europe. Si on ajoute Benzema aussi, Benzema qui est parti aussi cet été du côté d'Al Ittihad, bah aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est quand même assez spéciale où on a plus de joueurs en activité qui ont gagné un ballon d'or qui jouent en Asie que qui jouent en Europe. Parce que c'est dingue, c'est absolument dingue. On n'a plus qu'un seul ballon d'or européen, c'est Modric, le seul gars qui a gagné un ballon d'or au XXIe siècle même, qui est encore là en Europe, en activité, c'est Luka Modric. Et en plus de ça, en plus des ballons d'or, on a, comme on a dit, Benzema, Ronaldo, Messi, etc. Mais il y a aussi Busquets, par exemple, qui a quitté le Barça en mai. En juin de la même année, encore en 2023, Zlatan, à 41 ans, a pris sa retraite. Je vois un Lewandowski qui est sur un gros déclin quand même depuis quelques temps, peut-être 18 mois maintenant avec le Barça. Il y en a qui font encore de la résistance, de cette ancienne garde entre guillemets, quand je vois le niveau d'un Harry Kane, même s'il est un peu plus jeune quand même que 30 ans, ou d'un Antoine Griezmann par exemple, 2-3 autres, Mo Salah peut-être on peut dire. Donc il y en a encore des trentenaires qui font de la résistance, et peut-être que ces nouveaux visages de la Ligue entre guillemets, ce sera peut-être moins le cas dans 6 mois parce qu'on va quand même avoir Cristiano Ronaldo qui va jouer un Euro et Messi qui va jouer une Copa América, donc ils ont peut-être pas fini de nous surprendre, mais en tout cas sur la question du foot de club, le foot de club européen, il y a vraiment la fin d'une ère avec le changement des visages, et maintenant la question qui est posée pour 2024 et pour la suite, qui seront ces nouveaux visages? Pendant un moment c'était vraiment
le duo Paul, Haaland, Mbappé, quoi. Aujourd'hui, on a Bellingham qui s'insère dans le truc. C'est beaucoup plus un trio que le duo Haaland-Mbappé qu'on envisageait. Et tu peux même ajouter d'autres joueurs qui sont encore hyper jeunes, qui peut-être vont continuer à gravir un peu les marches. Je pense à un Jamal Musiala, par exemple. Florian Wirtz, quand il fera son transfert, sans doute qu'à un moment, il va quitter Leverkusen. Ça peut devenir un immense joueur des prochaines années. Bon, toi, du côté d'Arsenal, tu as un Bukayo Saka. Odegaard est un petit peu plus âgé, mais Bukayo Saka est encore très très jeune. Il y a Pedri, il y a Zaïre Emery qu'on a vraiment découvert cette année, des Lamine Yamal. Est-ce qu'on va avoir les deux numéros 9 du Real et du Barça pour les 10 années prochaines de Classico qui sont Hendrik et Vitor Roque? Voilà. Qui seront les prochains visages? Ce qui est certain, c'est que les visages de l'époque, 2023, c'était sans doute l'année qui les a vus disparaître, ou en tout cas disparaître de la circulation du foot européen. Non, tu as parfaitement raison. J'ai bien aimé le parallèle avec le basketball, c'est vrai, hein, tout à fait. Tu vois, c'est que comme ils disent, les faces of the league, ils n'arrêtent pas de changer. Donc, la dernière fois, j'étais en train de regarder, je me suis dit, oui, effectivement, les choses ont quand même changé, mais la vieille garde, comme un peu dans le football, elle continue à essayer de tenir. Tu vois, un LeBron qui fait tout pour aller récupérer la première cup, juste pour après dire qu'il a gagné la première cup. Tu vois, tu te dis, ok, les gars, ils sont quand même toujours là. Tu vois, après plus d'une vingtaine de saisons dans la ligue, tu vois. Des gars comme James Harden qui ces derniers temps ne se gérait pas, mais qui après un début compliqué, là je vois qu'il est en feu et tout, tu te dis ok, il fait partie de cette génération-là, mais tu as l'impression qu'il n'a pas envie de lâcher aussi. Et après tu as les jeunes qui arrivent, effectivement, comme tu dis, les nouveaux, les Jokic, ceux qui gèrent maintenant, les Giannis et puis tout ce qui s'ensuit. Donc dans le football, effectivement, on part sur ce même principe-là et j'ai bien aimé ce parallèle-là. C'est vrai que c'est une page qui se tourne en fait, et c'est une page qui se tourne, mais après ce qui est bien dans le football, c'est que j'ai envie de dire que si le départ de Messi et de Cristiano Ronaldo, c'est comme une blessure, dans le monde du football, on a cette habitude de cicatriser très très vite, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, je sais plus c'est lequel. Là, il faudrait que j'aille revoir mes cours en fait, tu vois, quand j'étais jeune, parce qu'il me semble qu'il y a un des deux globules là qui est très efficace dans la cicatrisation, qui sort très rapidement, tu vois. Et donc j'ai envie de dire que, tu vois, j'ai envie de faire cette comparaison là en disant que tous ces jeunes joueurs là, tous ces gars qui arrivent en fait, c'est comme des globules en fait, tu vois. Ils sont juste exceptionnels. Tu t'y attends pas, mais ils sont là, ils sont efficaces, ils sont là pour nous servir, ils sont là pour régler ce problème-là, pour que si on se dit que ok, on a perdu Messi, on a perdu Ronaldo, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de souci, automatiquement, out of nowhere, tu as un Bellingham qui arrive, qui fait des choses extraordinaires, tu as un Vinicius qui fait le travail qu'il faut, tu as des jeunes au Barça, des Pedri, des Gavi, etc. Donc oui, effectivement, moi je trouve ça très intéressant. 2023 a été une année, j'ai envie de dire, de transition. C'est une année de transition. Il y a des nouveaux gars qui sont en train de venir et qui sont en train de prendre leur place. Et tout à l'heure, tu as dit un truc qui est très intéressant, tu vois, parce que tu le dis dans les new faces, et je me dis, you have to be quick to be the new face of the game. Parce qu'en fait, les gars n'ont pas de temps, parce qu'il y a des baby faces qui arrivent. Et tu as l'impression qu'ils grandissent à une vitesse que nous-mêmes, on peut pas comprendre. Tu me dis que Martin Odegaard, oui, aujourd'hui, il est un peu dans cet entre-deux-là, tu vois. Tu te dis, ok, Saka, il est plus jeune, Odegaard est dans l'entre-deux, mais Odegaard est au même niveau que Mbappé. En fait, c'est là où est le problème. Donc là, on se dit, nous, dans notre conception des choses, si on se dit que, ok, Kylian Mbappé, c'est lui, normalement, peut-être le faces of the game. Après, c'est lui la face, en fait, du football en tant que tel, le gars qui va être ce leader-là et tout. Tu te dis, ouais, mais finalement, il y a un gap d'âge entre Mbappé et puis tous les autres, en fait, finalement. Les Haaland, un tout petit peu, Bellingham, encore plus et tout. Et ces petits-là, ils sont en train de pousser. Tu me parles de Victor Roque et de Hendrik, qu'on a hâte de voir. Le petit Hendrik, là, déjà, ils l'ont mis sur un pied. J'ai envie de dire que c'est la prochaine couverture de FIFA, c'est lui. En fait, j'ai envie de dire, tellement le petit, il a, tu vois, ils nous ont mis, genre, ils nous le vendent comme un président. J'ai envie de dire que c'est de retour à Yes Weekend, Obama 2008, en fait, tu vois. La Maison Blanche. Ouais, tu te dis que, ouais, lui, en fait, il va venir, il va faire le travail, tu vois. Il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, le football est en train de changer et 2023 nous l'a montré. Maintenant, il va falloir faire très, très vite parce que si tu n'es pas efficace et si tu perds un tout petit peu de temps, il y en a d'autres qui vont prendre ta place. Il y a aussi un facteur qui est très important par rapport à ce changement-là, c'est aussi l'importance de l'institution qui te porte. Je pense que ça aussi, ça joue énormément aujourd'hui parce qu'il y a certaines institutions. Tu as parlé du Ballon d'Or. Je pense que nous tous, on le sait. On sait, c'est des faits. Le Real, le Barça, c'est des institutions qui, en termes de j'ai envie de dire je sais pas comment le dire, de médiatisation, de travail, de communication et tout, ils sont très très forts. Et donc du coup, ils ont cette habitude-là de vouloir mettre aussi leurs joueurs pour qu'ils soient la face du jeu en tant que tel, tu vois. Donc il y a des choix de carrière aussi qui ont pu être discutables en 2023. Tu vois. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter dans cette vidéo, donc voilà.
Mais c'est très pertinent. Je crois que 2023 a quelque part posé quasiment un point final sur l'ancienne génération, mais écrit aussi un point d'interrogation de la nouvelle. On ne sait pas encore. Et 2024 sera peut-être le début de réponse. C'est un truc dont on parle souvent, nous. Il y a l'Euro là qui arrive, avec quand même un gros duel à distance qui un peu se préfigure entre la France de Kylian Mbappé et l'Angleterre de Jude Bellingham. Ça pourrait décerner le prochain Ballon d'Or, et le prochain Ballon d'Or de la nouvelle génération, potentiellement dynastique. Donc c'est sûr que ça ouvre toute une question. Je crois que un truc qui est quand même notable, c'est de regarder sur Transfermarkt, un outil qu'on a énormément utilisé cette saison pour faire les drafts. Moi, un truc qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont un petit... tu peux voir l'évolution de la valeur marchande depuis le 1er janvier 2023. Donc pour faire une évolution de ce qui s'est passé cette saison en 2023, faire un peu le bilan sur 2023, c'est pas mal parce que tu vois que, par exemple, on a eu en 2023 la plus belle année de plein de petites nouvelles pépites qui ont vécu la plus belle année de leur vie, en fait, le plus grand moment de leur carrière, mais même de leur vie de jeune homme. Il y a un Warren Zaïre-Emery, 2023, c'est son année. Il est passé sur Transfermarkt, il était coté à 6 millions le 1er janvier 2023, il est à 60 aujourd'hui. C'est juste un révélateur, c'est beaucoup plus en vrai. Si quelqu'un veut acheter Warren Zaïre-Emery au PSG, t'inquiète, il va falloir mettre beaucoup plus que 60, mais c'est un bon révélateur d'à quel point sa cote a grimpé parce que ses performances ont suivi. Lamine Yamal, il est passé de 0 à 50 parce qu'il était inconnu au bataillon avant. De 0 à 50. Voilà. Il a cru que c'est une Lamborghini, lui. En 2 secondes, en 1 seconde. De 0 à 50 en 1 an, ce qui n'est pas une statistique énorme pour une voiture de course, mais pour un joueur de football, c'est pas mal. Un Rico Lewis aussi. Rico Lewis, moi j'ai l'impression qu'il est là depuis 1000 ans. Il est passé de 1 million à 38 en 2023, depuis le 1er janvier 2023. Un Bradley Barcola, on verra s'il performera, mais c'est pareil, c'est une année éclair, 2 millions à 30 aujourd'hui. Evan Ferguson, c'est le meilleur exemple. Il est passé de 1 million d'euros, personne ne le connaissait 1er janvier 2023, à 65 aujourd'hui. T'es un buteur en première ligue, à son jeune âge, 19 ans et tout. C'est sûr que ça compte, mais j'attends de voir un Alexander Pavlovic qu'on a commencé à découvrir sur cette toute fin de 2023, mais qui pour l'instant est encore à 2 millions du côté du Bayern, peut-être le futur milieu du Bayern. Ça pourrait, parmi ceux-là, on a parlé de Zaïre-Emery, de Lamine Yamal, peut-être Evan Ferguson, on pourrait les intégrer à notre catégorie des peut-être future faces of the game dans quelques années, mais c'est le point d'interrogation, comme aussi l'évolution d'autres joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience, mais qui ont vécu en 2023, et juste pour finir un petit peu sur la dimension individuelle, qui ont vécu en 2023 une belle année de confirmation, voire ça les a mis à un niveau auquel on les attendait pas forcément. Je pense à un Xavi Simons par exemple, qu'on connaissait avant 2023, mais son année 2023, PSV Eindhoven, maintenant Leipzig, il est passé de 18 millions à 70 aujourd'hui. Il a fait un énorme jump. Pareil pour un Jérémy Doku, pareil, qui était à 18, aujourd'hui il est à 65. Peut-être que personne ne l'attendait, étant comme une pièce maîtresse hyper importante du nouveau Manchester City de 2023-2024. Openda est passé de 8 à 55. Kaoru Mitoma, qui en vrai, il l'a signé à Brighton il n'y a pas longtemps. Mitoma, il signe à Brighton l'été d'avant, quoi. Pas l'été 2023, l'été 2022. Et sur la première partie de saison, avant la Coupe du Monde, il joue pas énormément à Brighton. Il est passé de 8 à 50. Kubo, qui est passé de 12 à 50 aussi. Les nouveaux Japonais qui arrivent, qui commencent à avoir énormément de qualité. Donc voilà, tout ça pour dire, on verra parmi ceux-là. Même le petit Cole Palmer, non? Carrément, j'avoue, j'ai pas regardé. Cole Palmer, c'est une très bonne... Qui a coûté super cher à Chelsea, pourtant. C'était un bon achat parce que finalement, lui, il est arrivé, il a commencé à performer directement. Il n'y a pas de blessure, il est performant, il se gère. Je pense 60 et quelques millions, ils l'ont racheté à Manchester City. Donc, très cher, c'est fou quand même. Très bon exemple, c'est excellent exemple. Et parmi tout cela, on ne sait pas encore qui seront les vrais stars. Il y a des feux de paille, on connaît le foot. On verra qui seront les vraies étoiles de demain. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que 2023, c'est un peu la fin d'une ère, la fin de quelque chose. Et voilà, ça c'était mon premier gros thème. Je pense qu'on se souviendra de cette année 2023 en bonne partie pour ça. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est le renouveau, the rebirth. En fait, tu vois, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et moi, ça me fait plaisir. Après, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la précocité de ces jeunes-là et la vitesse en fait à laquelle ils avancent. Parce que non seulement, oui, en termes financiers, effectivement, ils prennent de la valeur rapidement, mais au-delà de cela, même sur le terrain aujourd'hui, les boys n'ont plus de temps. En fait, tu vois. Normalement, on se disait peut-être que tu dois gagner, je sais pas, tu dois aller étape par étape. C'est-à-dire que je
sais pas, tu dois peut-être gagner ton Golden Boy d'abord avant d'essayer de gagner le Ballon d'Or. Mais là, il y a des boys là, ils sont déjà Ballon d'Orable, tu vois. Ouais, dans les deux catégories. Ils ont déjà, genre, normalement, même dans la même année, ils peuvent gagner les deux. Ça peut être une première. Je peux gagner Golden Boy et puis Ballon d'Or, tu vois, et puis directement, et puis personne. C'est possible aujourd'hui parce que ces petits-là ont ces qualités. Ça montre aussi à quel point le football est en train d'évoluer d'une manière, surtout au niveau de la technologie. Ça, c'est des fois des choses sur lesquelles on ne parle pas peut-être assez, mais il y a assez de technologie aussi qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus performants, de pouvoir voir des critères de performance, essayer de les évaluer, donc d'avoir différents types d'évaluation de critères de performance. Et les jeunes aussi, je pense qu'ils sont conscients, cette nouvelle génération-là aussi. Je pense qu'il y a un changement aussi générationnel, Wilou, tu vois. Peut-être que... Ouais, plus de maturité, oui, parce moins que, de peur. tu sais, des fois, dans la vie de tous les jours, on parle de football là, mais tous ceux qui regardent la vidéo, c'est des gens lambda comme nous, tu vois, qui ont leur vie dans la vie de tous les jours. Et tu peux voir un peu les changements générationnels. Moi, je vois par exemple que les gens de ma génération, tu vois, donc 30 ans et plus, etc., ben, c'est différent des gens de la génération de mon petit frère, par exemple, 20 ans, même dans la manière à laquelle ils approchent la vie, en fait, tu vois. J'ai l'impression que nous, peut-être qu'on était un peu plus, j'ai envie de dire, je sais pas, il y avait peut-être un peu plus de fausses barrières et tout, ou peut-être qu'on était un peu plus safe par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions et tout, alors que j'ai l'impression que cette nouvelle génération-là, ils vont vite, ils n'ont pas peur, ils s'en foutent, en fait, tu vois. C'est eux qui vont te dire « I know my worth », alors qu'en réalité, ils valent pas grand-chose, parce qu'ils viennent juste de sortir, ils viennent d'avoir leur biberon, tu vois. Non, mais tu comprends un peu le truc. Moi, des fois, j'ai ces discussions-là avec mon petit frère et je me dis « Mais vous êtes pressés, en fait ». Je dis, mais vous êtes pressés, les gars, quand même. Nous, on est juste 10 ans devant et puis vous nous mettez la pression comme ça. En fait, je dis, vous êtes pressés. Mais effectivement, et je mets ça dans le football et ça te donne des jeunes gamins qui sont déjà à ce stade-là de mériter peut-être d'avoir les statuts de meilleurs joueurs du monde alors qu'ils n'ont que 19 ans, ils n'ont même pas encore 20 ans, tu vois. Donc, 2023, pour moi, c'est une année de changement. Bizarrement, il arrive juste après que l'autre gagne la Coupe du Monde. C'est lui, dès qu'il est parti, les changements ont commencé. Ça, c'est clair que dans la grande histoire du foot, quand on écrira la grande histoire du début du 21e siècle, ce changement, cette transition et ce changement de visage, il est assez naturel à ponctuer avec la Coupe du Monde 2022, qui est en décembre 2022, en plus, le dernier grand sacre de Léo Messi. Bon, peut-être en attendant, comme on disait, la Coupe América dans 4-5 mois, ce qui pourrait changer un petit peu les narratives et les récits qu'on tisse. Mais ce gros point, donc, le changement des visages du foot européen, je pense que c'est un premier truc. Et je pense que le deuxième, il vient très naturellement quand on se dit « Ok, comment est-ce que le foot a un peu changé en 2023 ? Qu'est-ce qui a été différent cette année ?» Bon, on a un énorme truc, c'est l'arrivée de l'Arabie Saoudite. L'arrivée avec grand bruit, vacarme et fracas de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts. Et pour l'instant, encore une fois, pas vraiment une réponse claire sur ce que ça va changer, à quel point ça va changer les choses, mais un vrai point d'interrogation. Je pense qu'il y a à la fois il y a une menace pour le foot européen. On voit la tentation, par exemple, d'un Gabri Veiga, par exemple, qui a été pris à 22 ans, ça c'est un talent, un joyau que le foot européen ne voulait pas perdre. Peut-être qu'on n'a pas été loin de perdre un Mo Salah aussi, par exemple, cet été, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc il y a à la fois ce côté un peu menace avec des moyens financiers quasi illimités dans la stratégie de soft power de l'Arabie Saoudite, construire ce championnat d'All-Star et un peu prendre de la lumière à l'Europe, ça c'est un truc. Mais en même temps, moi je vois le côté menace, mais à court terme, ça a aussi été une bénédiction pour énormément de clubs européens dans une position, encore une fois, si on fait un peu historien du foot, dans un moment où l'Europe du foot était un petit peu en train de souffrir économiquement. On n'est pas longtemps après le Covid, on est en 2023, l'arrêt des championnats, les droits télé qui ont été baissés ou les enveloppes qui ont été réduites, ça a mis beaucoup de pression sur pas mal de clubs, avec en plus le fair play financier, toujours la menace du fair play financier, ça a donné lieu à une conjoncture économique assez compliquée pour les clubs européens, et là, l'Arabie Saoudite est arrivée avec peut-être une menace à long terme, mais à court terme, je crois qu'elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de clubs. Quand on regarde certains transferts qui ont été faits, Neymar, qui a acheté 90 millions par l'Arabie Saoudite au Paris Saint-Germain, c'était vraiment une bénédiction pour un club qui, à la base, voulait déjà s'en séparer. Le salaire est énorme. Peut-être dans un certain monde, le PSG aurait pas été loin de le laisser partir libre, juste pour pouvoir reconstruire un cycle sportif, ce qui était l'idée et l'envie de base, et pour pouvoir se séparer de son énorme salaire, qui devait être autour de 2-3 millions par mois, un truc comme ça. Aussi, quand tu vois que le PSG a réussi à sortir un Wijnaldum, par exemple, que pour 10 millions l'indemnité de transfert en Arabie Saoudite, mais tu réduis
énormément ta masse salariale pour des joueurs qui sont devenus des indésirables et qui sont quasiment impossibles à refourguer ailleurs, parce que quand on regarde la pyramide du foot européen, tout en haut de la pyramide, ces clubs-là offrent des contrats qui sont tellement énormes que quand le joueur te plaît plus, quand il est devenu un peu du bois mort, du deadwood comme on dit en anglais, à qui est-ce que tu le donnes? Personne ne te le prend, les contrats sont hyper protecteurs en football, donc tu peux pas le rompre, le résilier du jour au lendemain en tant que club, donc tu te retrouves avec un gros poids sur ta masse salariale, et l'Arabie Saoudite est venue et a aidé beaucoup de clubs là-dessus. Wijnaldum on l'a dit, mais sinon par exemple quand je regarde Chelsea a quand même sorti Koulibaly et Edouard Mendy, deux joueurs que Chelsea voulait plus, qui étaient âgés, vieillissants, avec une grosse masse salariale, et les a sortis pour en plus une indemnité de transfert de 40 millions à eux deux. Quand on regarde, bon, c'est pas pour bâcher sur le Sénégal, parce que là on dit Koulibaly, Mendy, mais aussi Mané, le Bayern n'en voulait plus. Ouais, désolé. On va commencer à prendre ça personnel là quand même. Oh. Mais clairement le Bayern se retrouvait dans une situation comme Chelsea où il voulait passer à autre chose, ça avait mal marché, et l'Arabie Saoudite permet de réparer l'erreur, ou permet de se sortir d'un mauvais pas pour un club européen qui avait fait une erreur sur le marché des transferts en prenant Mané, et ils le sortent pour 30 millions d'euros en plus d'indemnité. Je vois par exemple un Barça qui est un peu à la peine financièrement et qui a réussi aussi, peut-être qu'il voulait le faire, à se séparer d'un caissier qui pourtant est encore assez jeune, qui a de l'avenir, mais je crois qu'il rentrait plus exactement dans les plans au milieu de terrain, donc tu le lâches pour 15 millions, c'est 15 millions qui font beaucoup de bien à ce Barça en ce moment-là. Donc voilà, je vois un écosystème du foot européen où en général au sommet de la pyramide, les clubs payent leurs erreurs pendant longtemps. Là, avec l'Arabie Saoudite, tu as quelque part ce morceau, cette pièce du puzzle qui vient nettoyer un peu tout ça et qui, pour l'instant, a beaucoup pioché dans les indésirables. Pas que, comme on a dit. Il y a eu des joueurs que, a priori, le foot européen voulait pas laisser partir. Même un Fabinho, par exemple, 50 millions, ça fait du bien à Liverpool, mais je crois que Liverpool aurait été plus chaud au début de saison pour garder un Fabinho, vu à quel point ensuite ils ont rushé sur le marché des transferts pour en prendre un autre. Donc on verra à quoi ressemblera la suite. Et on verra notamment sur ce mercato hivernal, parce que l'Arabie Saoudite, a priori, n'a pas prévu de s'arrêter. Mais en attendant, moi j'ai vu sur cette année 2023 un début de tendance, et pour l'instant plutôt un truc positif pour les gros clubs européens. Pour l'instant, ça m'a plus fait penser au petit oiseau qui vient manger dans les dents du crocodile toute la nourriture, et ça fait un petit cercle où l'Arabie Saoudite prend ses gros joueurs, ils sont contents. Nous, on dégraisse un petit peu les gros salaires, et ça peut enclencher des dynamiques sportives un petit peu plus fraîches, positives, avec peut-être des jeunes du centre de formation et tout. Mais on verra à quel point ça devient une vraie menace à moyen long terme. L'arrivée des Saoudiens, elle a été, à mon humble avis, tu vois, je pense qu'elle a été pertinente, tu vois. Genre, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Genre, après réflexion, finalement, je me rends compte que, genre, si on se dit un an après le transfert de Cristiano Ronaldo, tu vois, on peut se dire que c'est un point de départ. On va dire, genre, c'est un point zéro. Donc, un an après le transfert de Cristiano Ronaldo, moi, personnellement, ça m'a pas réellement dérangé. Ok, à un moment donné, on s'est posé certaines questions parce qu'il y avait des clubs qui, out of nowhere, réussissaient à vendre des gars à des prix beaucoup trop facilement, tu vois. On s'est posé des questions, par exemple. Même on s'est posé des questions sur le transfert de Marco Verratti, par exemple, mais lui, il va au Qatar, tu vois. En se disant, bon, pour, je pense, le prix pour lequel il avait été payé, tout ça, est-ce que, bon, c'est des questions qu'on s'est posées. Neymar, on s'est posé la même question. Saint-Maximin, quand il a quitté Newcastle, on s'est posé des questions. Les gars en première ligue, ils se sont dit, mais attends, où est-ce que toi, oh, c'est un truc de famille, là. C'est le cousin, il a acheté Chelsea aussi, parce que parmi les investisseurs du fonds qui a racheté Chelsea, il y a des gars qui sont en Arabie Saoudite, donc ça se posait aussi des questions par rapport à ça. Donc, tu vois. Donc, du coup, bon, il y a cette partie nébuleuse-là. Bon, on veut de la transparence. Donc, on demande de la transparence, que tout le monde mette carte sur table et qu'on joue de manière sérieuse, tu vois. Maintenant, ceci étant mis de côté, je regarde maintenant et je me dis, OK, les Saoudiens, ils sont venus, ils ont injecté de l'argent. Ils ont injecté de l'argent et tu as raison. Et tu l'as dit, je pense, dans un monde de football post-Covid. Les gars ont perdu énormément de thunes. Ils en avaient besoin. Il y a des clubs qui sont en galère et tout. Il y a des clubs qui sont à la recherche d'investisseurs. Donc, du coup, tu as des Saoudiens qui sont là, qui ont un fonds illimité, qui sont capables aujourd'hui de pouvoir venir acheter certains joueurs. Maintenant, moi, mon problème aurait été, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces joueurs-là? Mais je me rends compte aujourd'hui que le championnat saoudien, il est cohérent. En fait, ça va, ça marche. Tu regardes les matchs, les stades, ils sont pleins.
Franchement, les gars, il y a de l'engouement. Les joueurs, ils ont l'air de se faire plaisir. J'ai pas encore vu quelqu'un se plaindre, même si, bon, peut-être c'est pas le meilleur pays pour se plaindre, mais quand même, j'ai pas vu les gars se plaindre, tu vois. Les gars sont en train de s'enjailler en ce moment, tu vois. Je les vois en train de jouer au football. Les joueurs musulmans, quand ils ont fini, ils vont rapidement à la Mecque et tout, cette proximité-là, je pense que pour eux, c'est très important. Ça leur fait énormément de bien. Les autres aussi, ils ont l'air de très bien s'intégrer, que ce soit des joueurs comme Firmino, Saint-Maximin, etc. Donc moi, je regarde ça et je me dis, OK, je pense qu'il y avait un gros questionnement sur les Saoudiens. Comment est-ce qu'ils allaient venir essayer genre d'envahir un tout petit peu ce marché du football européen? Moi, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient vraiment faire de ces ressources-là. Et aujourd'hui, on voit quand même un football saoudien qui, en termes de club, a l'air de bien se porter. Les clubs saoudiens, ils ont l'air de bien performer en Ligue des Champions. Bon, certes, la dernière fois, Benzema, ils ont été éliminés, si je me trompe pas, en Coupe du Monde des clubs. Mais bon, que veux-tu? Après, à un moment donné, le niveau aussi, il augmente et tout. Bon, même si tu allais canter sur le terrain, tu peux perdre un match de football. En plus, Karim a raté un penalty. Donc, voilà, tu regardes ça et tu te dis, moi, je pense que leur apport n'a pas été si mauvais que cela. Maintenant, il faut juste toujours tout cadrer, tu vois. C'est ça qui ramène ça à mon premier point, c'est de dire il faut de la transparence, il faut que tout soit cadré, qu'on puisse savoir exactement est-ce que les gars, quand même, ils sont pas en train de faire des deals entre eux. Mais sinon, mis à part cela, personnellement, moi, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas dérangé. Derrière, il y a aussi la cohérence par rapport au projet de Newcastle, qui est aussi un projet saoudien, tu vois. Et je pense que le projet de Newcastle devait déjà nous montrer un tout petit peu les prémices de leur manière de travailler. Tu me suis. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont méticuleux quand même dans leur manière de travailler. Parce qu'ils sont arrivés à Newcastle, ils ont fait les choses calmement, bien comme elles se doivent. Et jusqu'à présent, ils les font bien. Sincèrement, ils les font bien. Ils sont pas like one step ahead ou one step behind. Ils sont on tempo. Tu vois, je regarde Newcastle, je dis, OK, ils sont on tempo, ils sont même un tout petit peu en avance, tu vois. Donc, je regarde ça et je me dis, ouais, il y a eu une certaine cohérence dans le travail qu'ils ont fait à Newcastle. Donc, quand ils sont venus avec le PIF et puis avec le fonds d'investissement et cette volonté-là de vouloir se remettre sur le haut du football ou en tout cas de se donner cette communication-là. Pour moi, ils sont en train de faire du bon travail avec les joueurs et derrière, ils vont pas récupérer la Coupe du Monde. Là, ils n'ont pas récupéré une Coupe du Monde sans qu'on ait voté. Je pense, il me semble. Parce qu'il y avait pas d'opposition. Voilà, il n'y a pas de candidat. Les frérots, ils ont géré le bail. Non, c'est-à-dire que le football, il est rendu là. Hein. Franchement, on va pas il faut pas qu'on fasse en fait semblant. Entre nous, il faut pas qu'on fasse semblant. Les Qataris, ils sont venus, ils ont travaillé sur 10 ans, ils ont eu leur Coupe du Monde, ils ont fait leur Coupe du Monde. Jusqu'à aujourd'hui encore, on est en train de dire, ouais, l'émir, il a mis le biche à Messi, c'était vraiment un beau moment, tout ça, et tout, tu vois. Et la Coupe du Monde, elle s'est bien passée. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé dans un monde 2023 aussi, et voilà, c'est aussi un wake-up call. On est dans un foot business. Quand on était là en train de parler de Super League, de machin, de oui, il faut penser aux petits clubs et tout. Moi, j'ai toujours dit oui, c'est vrai. Mais malheureusement, les gars, c'est le capitalisme, en fait. C'est le capitalisme qui règne dans le monde. Donc, c'est le capitalisme qui règne dans la plupart de ces domaines-là. On est vraiment dans un monde de foot business. Voilà, c'est des deals, c'est de l'argent. Et c'est ça. Et c'est de la géopolitique. Et c'est de la géopolitique pour l'Arabie Saoudite. Et c'est de la géopolitique, oui. Stratégie de diversification de ressources pour une économie mondiale qui va être a priori de moins en moins dépendante sur les hydrocarbures, donc la puissance pétrolière de l'Arabie Saoudite. Faut chercher de nouveaux leviers. Et pour eux, c'est le tourisme et c'est les services, construire une grosse industrie de services, le foot et la lumière qu'apporte le foot. Je pense qu'on a dû le voir même à la Coupe du Monde au Qatar, si je me souviens bien, sur des panneaux, il y avait le truc Visite Saoudi, la Coupe du Monde 2030 du coup avec l'Arabie Saoudite. On imagine ce sera il y a pour but aussi de donner un gros élan touristique au pays. Donc ouais, t'as raison, c'est du business, c'est de la géopolitique. On le voit de plus en plus, encore plus en 2023. Et après la Coupe du Monde au Qatar, encore une fois, si on se place dans une perspective un peu, que dira l'historien du foot dans 20 ans, bah il verra la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et l'Arabie Saoudite qui arrive sur le marché des transferts en 2023. Et ces deux choses-là, voilà, ça signifie, ça parle beaucoup sur à quoi ressemble le foot du début des années 2020. Donc, d'accord avec ça. Je pense... j'ai encore quelques autres trucs, mais pour revenir un petit peu sur le jeu, après avoir parlé du changement des visages, après avoir parlé de l'Arabie Saoudite et le changement, la métamorphose un petit peu géopolitique, le marché des transferts et tout, sur le jeu, moi un truc qui me marque, c'est que même si c'est difficile de faire des comparaisons, ma sensation comme ça, c'est que le football m'a rarement semblé aussi sophistiqué et porté par ses entraîneurs. On a peut-être parmi les visages de la ligue, les visages du foot, on parlait tout à l'heure qui sont les visages du monde du foot. En vrai, peut-être plus aujourd'hui que jamais, c'est les coachs. Et
peut-être une sous-tendance parmi tout ça, c'est que parmi les coachs, je dirais que les coachs espagnols en particulier ont vraiment illuminé le football européen en 2023. Quand je pense aux meilleurs coachs en activité, les stars pour moi, et certaines stars émergentes, je pense que si je fais mon top 5, en vrai, je pense que je mets 4 Espagnols. Parce que je mets c'est sur Guardiola, je mets c'est sur Arteta. Il y a Xabi Alonso qui est en train de faire des choses extraordinaires du côté de Leverkusen, la seule équipe des 5 championnats majeurs encore invaincue. Peut-être là, enfin, une équipe qui va faire tomber le Bayern après 11 ans de domination en Allemagne. Et derrière Xabi Alonso, on sait qu'il peut prendre le Real Madrid, il peut prendre le Bayern, il peut prendre Liverpool aussi, des clubs dans lesquels il a joué. J'ai fait une analyse longue, détaillée sur Leverkusen de 25 minutes. Je suis vraiment bluffé par le niveau de foot qu'il pratique. Vraiment, ça ressemble à rien que j'ai jamais vu. Ça ressemble à amélioré sur plein de points, une forme d'Ajax améliorée de l'époque de 2018. Mais c'est délirant, quoi. Et tu vois, tous les week-ends, ça tape tous les adversaires, 3-0, 4-1, 4-0. C'est extraordinaire. Donc je regrette qu'on les voit pas en Champions. Mais voilà, je dirais, il y a Guardiola, il y a Arteta, il y a Xabi Alonso, et il y a Unai Emery à Aston Villa qui est en train de faire des dingueries aussi. Donc ne serait-ce que dans le top 5 des entraîneurs actuels, je pense que je mettrais 4 Espagnols. Et tu peux en ajouter même d'autres. Si on regarde les huitièmes de finale de Champions, par exemple, il y a eu le tirage lundi. On a l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, qui est en train de faire des choses vraiment, vraiment sympas. On a Diego Simeone qui est encore là, qui est le deuxième coach avec la plus longue activité du foot. Lui. Et son Atlético Madrid, il n'est pas dégueu. Ils ont renouvelé son contrat. C'est vrai ? Lui, il touche des contrats de... Ça fait 12 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans qu'il est là. Simeone, c'est son club. Hein. Franchement, tu sais qu'à Atlético, ils ont un buste. Je pense... Ouais, moi, j'ai visité le stade. J'ai visité le stade il y a 2 ans. Ils ont un buste de Simeone. Je pense qu'ils ont un buste de Simeone à l'intérieur. Les gars, avant de passer dans le vestiaire. Okay, ils ont un buste de Simeone. Tu passes le gars là. Tu sais que lui, non, Cholo, c'est quelqu'un. Cholo, franchement, c'est quelqu'un. Mes respects, coach. C'est clair. Un buste pour l'entraîneur qui parque le bus. Et bien d'autres choses. Son 3-5-2 Morata Griezmann cette saison est quand même vraiment spécial. Donc il y a ça, il y a Luis Enrique aussi qui peut-être regrimper, en tout cas qui a repris un gros club, qui est remonté sur le banc d'un gros club, et si ça se passe bien cette année avec le Paris Saint-Germain qui change un petit peu de projet, peut-être que le PSG de Luis Enrique, s'ils vont genre en demi-finale de LDC ou quoi, on commence à mettre encore plus de respect sur le nom de Luis Enrique, en tout cas sa cote peut-être regrimper cette saison. Encore un Espagnol, on peut ajouter Girona qui est en train de faire une saison extraordinaire, Michel du coup, Michel de Girona. Cette période de notre football, pour moi elle est marquée par 2 choses, les Espagnols penseurs du football et les Anglais catalyseurs du spectacle, quoi. La Première Ligue, poussée par ses coachs un petit peu de toutes les nationalités, mais beaucoup espagnols, c'est le mix parfait de... j'ai regardé l'Angleterre première au coefficient UEFA de très très loin avec 100 points, deuxième c'est l'Espagne, Angleterre plus Espagne, ça fait un moment, mais c'est vraiment le combo gagnant, je pense, du foot européen au XXIe siècle, et en 2023, on le voit très très fort. Donc, je dirais... les entraîneurs stars un peu de notre foot, en particulier certains Espagnols, mais en général, je dirais qu'il y a vraiment une starification des entraîneurs intellectuels à très forte identité offensive. Aujourd'hui, c'est eux les stars du foot. On a parlé de Guardiola, on a parlé d'Arteta, de Xabi Alonso, d'Emery, mais il y a aussi par exemple en Première Ligue un De Zerbi. De Zerbi, je pense, si on faisait un truc sur les 25 personnes qui font le football en 2023, ou genre les 30 under 30, bon il a plus de 30 ans, mais tu vois, genre ce genre de compilation, tu vois, ou le top 100 time of the year, machin, je mettrais De Zerbi. De Zerbi, l'influence qu'il a, même sur un Guardiola lui-même, et la manière dont joue ce Brighton-là, avec la phase de relance très spéciale, où ça attend que ça morde à l'hameçon et tout, De Zerbi, il est en train d'avoir une influence énorme, et c'est une vraie star, c'est lui la star de Brighton, dans un collectif qui a quand même de sacrés joueurs, et de belles pépites. Il y a De Zerbi cette saison qui a brillé, Postecoglou qui est arrivé aussi, c'est devenu une des stars, peut-être la star de Tottenham, pourtant il y a Huminson, il y a Maddison, même si Kane est parti. Donc Postecoglou énorme. J'ai vu aussi Diniz de Fluminense qui a inventé une nouvelle manière de jouer au Brésil et qui est devenu le sélectionneur du Brésil dans la foulée, peut-être en attendant Ancelotti. Mais voilà, j'ai rarement vu, et pourtant on a eu des métamorphoses tactiques et on a vu des génies créatifs sur les bancs de touche qui ont changé la manière dont on joue au foot. Mais je trouve que en ce moment, il y a vraiment quelque chose. Et j'ai la sensation que la réflexion football s'accroît, peut-être autour d'une chose en particulier qu'on a énormément vu en 2023, c'est la phase de relance.
Ça fait un moment que la phase de relance ça fait partie du truc. Bon, depuis que Guardiola a ressorti Cruyff, Rinus Michels, etc., ça fait au moins 15-20 ans qu'on relance très très différemment dans le foot, qu'il y a beaucoup moins de dégagement de gardiens, etc. Même les règles ont changé avec le fait que maintenant les joueurs qui ont le ballon peuvent rentrer ou qui attendent la passe du gardien peuvent rentrer à l'intérieur de la surface de réparation, mais pas les joueurs défensifs. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus des relances courtes qui se mettent en place. Mais aujourd'hui, l'importance de la relance, je la trouve extrême, parce que je vois de plus en plus des matchs de foot où il se passe deux choses. T'as un 6 mètres, soit l'équipe réussit sa sortie de relance, elle va dérouler jusqu'au but opposé, et parfois on a des séquences en 15 secondes où c'est passé du gardien et ça finit par un tir dans la surface adverse, de manière très très fluide, avec genre 5-6 passes, un déplacement, et c'est quelque part, c'est presque un coup de pied arrêté en vrai, c'est presque un coup de pied arrêté depuis le 6 mètres, mais qui est allé jusqu'à la surface adverse en genre une vingtaine de secondes, sur un mouvement très très fluide qui semble travailler à l'entraînement. Soit c'est ça, soit combien de buts est-ce qu'on a vu en 2023 qui sont des pertes de balles basses, et même des meilleures équipes, les City, les Liverpool, il n'y a pas si longtemps, avant qu'il fasse son année où on l'a mis genre top 5 ballon d'or, Rodri il perdait des ballons hyper importants sur la première phase de sortie, sur la phase de relance, et ça donnait but pour l'équipe adverse. J'ai tellement d'images en 2023 d'équipes, même les grosses, qui encaissent des buts parce qu'ils ratent leur relance, parce que le 6 mètres se joue pas comme prévu, parce qu'il y a de la pression adverse, qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu, dans tous mes débriefs, toutes mes analyses, j'ai l'impression de passer 50% du temps au moins à parler de ce qui s'est passé dans la phase de relance, sur la phase de relance. Et ça fait un moment, mais en 2023, c'est devenu encore plus fort, je trouve. Non, tout à fait, tout à fait. Ce que tu as dit là, c'est très pertinent. Déjà, les coachs, effectivement, ils ont cet impact-là aujourd'hui. Après, je pense que l'évolution des coachs aussi vient avec les différentes influences qu'on a eu à voir au courant de ces dernières années. Tu vois, c'est qu'il y a des gars aussi, ils ont eu l'occasion de dominer. Bon, un gars comme Guardiola, il a dominé, parce que on a tous eu l'occasion de voir que il est allé il a think outside of the box, quoi, tu vois. Il est allé beaucoup plus loin. Il a peut-être fait des liens anciens, tu vois. Moi, j'ai l'habitude de le dire en disant que, tu vois, quand je fais des fois des références Harry Potter, tout ça, pour dire que genre Guardiola, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, c'est genre Tom Jedusor, quoi. Tu sens vraiment que lui, il a le livre depuis très longtemps, en fait. Depuis très longtemps qu'il est en train de préparer son coup, tu vois. Il a posé des questions à tout le monde. Ouais, j'ai vécu aux États-Unis, je suis parti de là-bas, j'ai fait ça, j'ai vu l'autre et tout. Tu sens que le gars, en fait, la conversation avec Bielsa de 6 heures avant même qu'il prenne le premier banc de sa carrière. Ouais. C'est un fou, en fait. Tu sens que lui, en fait, il n'a fait qu'emmagasiner de l'information. Maintenant, c'est l'information là qu'il est en train de transformer et de nous le donner, en fait. Et c'est pour ça qu'il est en train de dominer. Parce que oui, à chaque fois, il vient avec des contre-idées, en fait, tu vois. Donc moi, j'aime bien tout ce qu'il a amené. Et je pense que ça aussi, ça a influencé effectivement toute une génération. Maintenant, cette nouvelle génération-là, effectivement, dès que le niveau, il est élevé, ils sont obligés de step up. Et dans la vie, je pense qu'il y a ce truc naturel-là qui fait de telle sorte que un Mikel Arteta qui a été adjoint de Guardiola a eu l'occasion d'apprendre de lui, mais lui aussi, il a eu l'occasion de développer ses propres skill sets. Il arrive aujourd'hui en première ligue, il devient un concurrent direct. Donc, je pense que les gars travaillent aussi énormément aujourd'hui sur l'aspect tactique, travaille énormément, comme tu le dis, sur le jeu de possession, les relances, les sorties de balles. Essayez de voir. C'est-à-dire que le football devient de moins en moins linéaire. Et quand il devient très linéaire, il devient très ennuyant aussi rapidement, tu vois. Il devient très, j'ai envie de dire, predictable. Donc, les gens peuvent rapidement te contrecarrer, tu vois. Donc, tu es obligé d'aller vraiment sortir parce que c'est entre deux écoles. Moi, je trouve que c'est vraiment entre deux écoles, tu vois. C'est pour ça que la référence Harry Potter, elle me plaît bien. Parce que c'est vraiment entre deux écoles. C'est des Gryffondor et des Serpentards. Parce que t'as des gars, t'as des Mourinho, ils sont là, t'as des Cholo Simeone, t'as l'impression qu'eux, ils sont là que pour contrer les plans des autres. Un peu dans la conception des choses. De se dire, OK, comment on va faire pour essayer de tenir, pour essayer que quand les autres, ils arrivent, ils ont le ballon et qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire, nous, on va pas subir, on va subir, on va pas encaisser, mais quand on va sortir, on va leur faire mal, tu vois. Et donc, ça devient, j'ai envie de dire, un medley d'informations, d'idées, où finalement, un coach intelligent, un coach jeune, et cette nouvelle génération-là, ils en profitent. Et tu vois, des coachs qui, moi, aujourd'hui, je le regarde et je me dis, ouais, les gars, ils pratiquent des footballs qui sont efficaces. La dernière fois, j'ai regardé le match encore de Reims.
Et Ouais. tu regardes l'équipe de Reims et tu te dis, ouais, Will Steele, quand même, tu sens que lui, dans sa tête, il est en train de mélanger plein de trucs. Mais c'est que des fois ça marche, après ça marche pas, des fois ça, il se réajuste et tout. Mais il mélange plein de trucs, en fait. Parce que c'est une équipe qui peut jouer en possession, c'est une équipe qui peut jouer en contre, ils peuvent faire bloc bas, tu regardes des fois, dépendamment de leur adversaire, s'ils doivent jouer le PSG, s'ils doivent jouer un autre adversaire un peu plus abordable en Ligue et tout, tu vois. Ils ont différentes phases de jeu. Et Ouais. aujourd'hui, tu sens que vraiment tu as cette génération-là qui est pour moi en train de, voilà, de s'adapter à toute cette information-là. Ils en font bon usage et ça nous donne effectivement des coachs qui sont vraiment pimpants, qui sont très intéressants, tu vois. Et Donc, le jeu change. Le jeu ouais, change avec, je dirais, par rapport à ta comparaison à Gryffondor-Serpentard, je dirais que les Gryffondors sont grave en train de gagner. En vrai, les entraîneurs Serpentard, il y en a plus trop. Mourinho, bon, il a gagné, ok, une Conference League, mais c'est plus le Mourinho de l'époque. Il y a encore Simeone qui fait de la résistance, mais je trouve qu'un changement d'entraîneur qui est hyper symbolique d'à quel point le foot est en train de se transformer, c'est Tottenham qui passe de Conte, qui pratique un style, comme tu dis, extrêmement réactif à ouais, l'opposition et beaucoup plus défensif, à Tottenham c'est ce qu'il faisait en tout cas, à Postecoglou qui dit si mon plan A fonctionne pas, j'ai pas de plan B, l'idée c'est juste faire mieux le plan A. C'est le plan A prime et ensuite le plan à terre et il y aura jamais de plan B, c'est ouais. une approche très claire, elle est extrêmement protagoniste. Tottenham relancera jamais avec du jeu long, ce sera toujours du jeu court et aujourd'hui le jeu disons optimiste, positif, protagoniste et offensif, le jeu des Gryffondors et un peu le jeu des Espagnols dont on est en train de parler depuis le début, c'est quand même devenu la couleur un peu dominante du foot européen. Je suis choqué par exemple, en 2023, on a eu une innovation tactique de Pep Guardiola qui a commencé à mettre son John Stones à l'intérieur du jeu, ce double pivot 3-2-5 et combien d'entraîneurs font ça? Combien d'entraîneurs font ça? Le Barça de Xavi fait ça, Arsenal d'Arteta fait ça, Leverkusen de Xabi Alonso fait ça. Il y a vraiment une couleur, c'est devenu de plus en plus sophistiqué, mais comme l'emphase sur la phase de relance est tellement énorme, je trouve qu'il y a de plus en plus une couleur dominante de la manière dont on joue au foot qui est arrivée aussi. Et je sais que certains, et je peux le comprendre en vrai, parce que je peux le comprendre, je sais que certains regrettent aussi ça, parce que les meilleures équipes se ressemblent de plus en plus sur la manière dont elles jouent, et les matchs sont de plus en plus, je peux pas dire prévisibles, parce que le foot est extrêmement imprévisible, mais disons que la texture tactique des matchs, je la trouve de plus en plus similaire peut-être. Et par exemple, j'ai bien aimé récemment, un match que j'ai bien aimé, qui m'a plu, que je trouvais intéressant, c'était Dortmund-Paris Saint-Germain, la 6e journée au Signal Iduna Park, parce qu'on a vu Edin Terzic faire un truc très différent, et c'était un match qui ressemblait à quasiment aucun autre que j'ai vu cette saison. C'est plutôt que d'essayer de relancer court, sortir par ses milieux intérieurs comme il l'avait fait à l'aller au Parc des Princes, et il s'était fait ratatiner par le pressing de Zahir Emery, d'Ugarte, etc. Ok, Terzic, il est arrivé, il a dit, il n'y aura pas de phase de relance, ou ma phase de relance, ce sera jeu long sur full crook. Jeu long sur full crook, déviation, on joue le second ballon à partir de notre numéro 9, tour de contrôle, point de fixation, et ce sera ça qu'on fait. Et on a vu, alors que normalement la moitié de terrain de l'équipe qui relance, aujourd'hui il y a genre 21 joueurs, il y a juste le gardien adverse qui est pas, mais normalement il y a les 21 joueurs, il y a tous ceux de l'équipe qui cherchent à relancer, et il y a les 10 défenseurs qui sont là, qui jouent à la médiane. Là, c'était totalement différent. On avait les deux centraux, et on avait Bappé et Colomboigny qui étaient là. Tout le reste, tous les autres joueurs étaient dans l'autre moitié de terrain à essayer de jouer les seconds ballons depuis la tête de Fulcro. Ça, c'était un match qui était différent, mais il y en a plus tant que ça des matchs très différents, en tout cas au top niveau du foot européen. On voit de plus en plus ce double pivot à l'intérieur, on voit de plus en plus les défenseurs centraux qui sont en vrai plutôt des latéraux. Ça s'est un petit peu homogénéisé autour, encore une fois, de Pep Guardiola qui a un petit peu hacké le système, trouvé la nouvelle recette en simplifiant à l'extrême. Et donc ça, je peux le comprendre. Peut-être le dernier point que je dirais par rapport à ça, c'est que si on veut se convaincre de l'argumentaire que je sors depuis le début sur à quel point le foot, je trouve, est devenu de plus en plus sophistiqué, élaboré sur ce principe tactique, la phase de relance, etc. Aujourd'hui, je vois beaucoup moins de joueurs qu'avant qui sont bêtes tactiquement. Aujourd'hui, ça n'existe plus en vrai. Genre, tu vois des joueurs qui arrivent à 16-17 ans, tactiquement, ils sont déjà très performants, ils comprennent super bien le jeu. Il y en a quelques-uns qui ont encore pas mal de choses à apprendre, mais on n'en voit pas beaucoup des débiles. Et Non, mais ça a changé par attendez. rapport à quelques années. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Tout le Et monde est un ça- cerveau, hein. Non, mais c'est que ça va vite, tu vois. Enfin, c'est que l'affaire, ça va vite, tu vois. C'est que dans la vie, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de le dire, il faut s'adapter, il faut aller très vite.
faut comprendre que le monde n'est pas facile, qu'il n'y a rien qui est donné, en fait, tu vois. Et ça, c'est dans tous les domaines, même dans le domaine dans lequel nous, on est aujourd'hui, dans la création de contenu en ligne et tout. Non, c'est vrai, il n'y a rien qui T'es en est train de dire donné. qu'on n'est pas bête, c'est ça, que nous, Non, non, on apprend vite. on n'est pas des tocards, tu vois. On apprend très, très vite, tu vois, Willou, sincèrement. On apprend très, très vite, toi. Nous tous, on a vu ici ton arrivée sur YouTube, ton évolution sur YouTube. Tu veux qu'on fasse une évolution, tu veux qu'on fasse une émission sur Ouais, toi? On va s'arrêter j'ai à eu du faire une temps. émission. On va dire que Willou, c'était un Bellingham. Il est arrivé, tac, 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 il a sorti les vidéos. Il a commencé à vous blaguer Je les suis vidéos touché, c'est FIFA, les gentil. machins, tac, il est parti. Non, c'est que je dis, en fait, l'affaire, c'est vraiment ça dans la vie. Donc aujourd'hui, quand tu arrives, tu as l'ambition d'être un joueur de foot, tu regardes le niveau, tu regardes le high level, donc ce qu'on voit, les ambitions que les gars, ils ont, gagner la Ligue des Champions, gagner la Coupe du Monde, dépendamment de la nation que tu as, etc. Et tout, gagner une Coupe nationale, gagner un championnat, et tout ça, tu es obligé de t'adapter au niveau qu'on voit aujourd'hui. Et le niveau est très élevé. Là, cette semaine, j'en parlais. Je vois beaucoup de gens, effectivement, je suis d'accord avec eux, hein, je suis 100% d'accord avec eux, c'est pas une critique, mais qui sont en train de dire que ouais, Ousmane Dembélé, non, franchement, cette saison, il est pertinent parce que dans le jeu, machin, tout ça, etc., il comprend les consignes, il capte, il peut... Je dis, je suis d'accord avec vous, nous tous, on le voit, c'est vrai, mais ça, c'est le minimum. J'ai dit, tu peux pas, quand même, franchement, j'ai dit, Ousmane, ça fait 10 ans, il joue au football, 15 ans, je sais même pas quoi. J'ai dit, Ousmane qui a appris à Dortmund, qui a appris au Barça, hein, quand même, toutes ces années-là et tout, mais c'est normal qu'un joueur à ce niveau-là, à cet âge-là, quand il arrive, tu ne dois même plus discuter du fait qu'il capte l'espace, il comprend la prise de position, il comprend les jeux de mouvement, je sais pas quoi. Ça, c'est les détails, en fait. Maintenant, on parle plus de la réalité, on parle de la finition, frérot. Tu vois, on parle des statistiques, tu vois, on parle de ces choses-là qui, voilà. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, en fait, que moi, quand je regarde ça, je me dis, tu es obligé. Les petits, là, ils apprennent vite. Dans la vie de tous les jours, des fois, moi, j'aime pas regarder le football que dans le football. Moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Des fois, je vais, là, récemment, j'ai vu de la famille et je vois les petites nièces, là, les petits neveux, là. Ils ont 5 ans. Les 5 ans, ils te parlent comme si... Les Warren Zaïre-Emery, Mais ouais, les Lamine Yamal. Mais des Lamine Yamal, franchement, des boys, je te demande ça. Moi, j'ai dit, je vais demander à ton père, en fait, ouais, l'acte de naissance, ouais. Tu me dis, les petits te parlent. Ouais, tonton Stan, le Père Noël, machin. J'ai dit, mais doucement là, tu me parles pour aller où? En fait, tu vois, alors que, franchement, c'est pour caricaturer. Mais la vérité, c'est que tu te rends compte que les enfants sont allumés très vite, mentalement. Aujourd'hui, tu vois, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans, ils ont cette facilité d'utiliser la technologie, des fois même plus tôt, en fait 3 ans, et ça parle sujet, verbe, complément. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal que dans le monde du football, à 17 ans, 18 ans, tu sois déjà un joueur mature. C'est pour cela que tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai trouvé ça très pertinent quand tu en parlais du face of the game, de l'évolution à laquelle ça apprend. Effectivement, il y a l'impact des coachs, on a eu l'occasion d'en parler au courant de la vidéo, mais au-delà de cela, aujourd'hui, je pense que oui, il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Tu vois. Avant, on attendait. Très intéressant ce parallèle entre les jeunes, les très jeunes, les pépites qui arrivent et qui sont des teenagers et les entraîneurs, parce que quand on regarde un petit peu l'évolution récente, moi je pense que les entraîneurs qui commencent un petit peu à disparaître de la circulation, un peu plus, ils sont pas encore totalement finis, mais tu vois, si on parle de cette un peu plus vieille école, genre Mourinho, genre Conte, dont on parlait tout à l'heure, c'est des entraîneurs qui, même s'ils ont fait naître certaines stars, certains jeunes à une époque, aujourd'hui quand tu leur demandes leur mercato idéal ou la manière dont ils veulent construire leur équipe, c'est surtout avec des joueurs d'expérience, surtout avec des vétérans. Alors qu'à l'inverse, je vois les entraîneurs un petit peu Gryffondor dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Moi, parmi les images les plus fortes que j'ai de Guardiola, c'est avec un Phil Foden sous le bras, ou avec récemment un Rico Lewis sous le bras, ou en train de prendre Jérémy Doku, et bâtir surtout sur ces nouveaux petits jeunes. Les meilleurs entraîneurs d'aujourd'hui, ils prennent les jeunes. L'autre, Enciso, machin, Arteta, il te sort là des gamins aussi, out of nowhere, il arrive, il a confiance en ces gamins-là, il sait qu'en fait c'est Saka, c'est Martinelli, c'est lui son futur. Sans parler des joueurs, des entraîneurs qui sont plus jeunes que les joueurs, les Nagelsmann, Will Steele, exactement. etc. Donc on part vraiment sur ce changement-là qui pour moi n'est pas un changement à négliger, tu vois. Donc effectivement, la pression, elle est là et dès les plus maintenant, en fait la compétition commence très jeune. La compétition commence très jeune. Cette année, Willou, on a fait une vidéo, on est en 2023, on a fait une vidéo cette année en disant, ouais, est-ce que les jeunes, ils peuvent commencer, est-ce qu'un jour on arrivera
après que Yamal ait commencé à 15 ans, son premier match de Liga, sa première rentrée, est-ce qu'on peut arriver un jour à avoir des boys de 14 ans, tu vois? Il faut se projeter quand même, dans la vie, il faut se projeter. C'est possible que dans 2 ans, on ait un petit de 14 ans. C'est possible qu'à un moment donné, on ait un petit de 13 ans, tu vois? Tout est possible, en fait, à un moment donné, parce que tu as cette précocité-là. Et cette précocité-là vient avec, je ne sais pas, ça vient avec la technologie, l'évolution, la vie, le darwinisme, je ne sais pas. Il faut s'adapter, pour ne pas périr. Mais ils deviennent de plus en plus jeunes, de plus en plus performants. Et ça, on a eu l'occasion de le voir au courant de l'année. Pour revenir sur les coachs, franchement, il y en a plein qui nous ont bluffé. Effectivement, tu as eu raison. Et cette ancienne garde-là, on est en train de la voir un tout petit peu partir. La preuve, il y en a qui sont encore au chômage, qu'on voit pas. Moi, je me demande Conte, tout ça, c'est quand même... Vraiment, c'est des gars qui ont gagné des premières ligues il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ça doit pas rester peut-être normalement hors de la touche, à moins qu'eux l'aient décidé. Donc, je me dis, effectivement, on part vers En fait, tout change. Tout change. L'avenir nous appartient. C'est nous, demain. C'est nous, la jeunesse. Un fait qui l'illustre bien en 2023, c'est que Lamine Yamal, comme t'en parlais, est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire de la Champions League. Mais les papis font aussi de la résistance. Le plus vieux buteur de l'histoire de la Champions, c'était aussi cette saison avec Pep contre Antwerp. Tout dans le même groupe d'ailleurs. Donc bon, les enseignements de la jeunesse, de l'âge, on a besoin des deux sans doute en foot. Je finirai peut-être avec... j'ai 2 trucs. Je pense que rapidement, je dirais sur 2023, la Première Ligue est plus que jamais au sommet. J'ai la sensation que c'est une tendance qui existe depuis un moment, mais je dirais un truc simple là-dessus, c'est qu'aujourd'hui en PL, et notamment la saison dernière, quand on a vu la PL hyper compétitive, et aujourd'hui la forme que c'est en train de prendre, 4 clubs anglais qualifiés en Champions, ça nous semble constamment, ça semble plus assez, quoi. Alors c'est bien peut-être pour l'équilibre, pour d'autres raisons, mais tu vois, quand tu fais une Champions cette année sans Liverpool, quand tu fais une Champions cette année sans Tottenham par exemple, qui a fait ce début de saison magnifique, il semble y avoir un petit quelque chose en moins, et aujourd'hui, quand je regarde la Première Ligue, le classement de PL, quand tu compares aux autres équipes qui ont joué la Champions, donc on a 32 équipes en Champions League, honnêtement, je pense que tu pourrais mettre 9 équipes anglaises sans perdre en niveau. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte, de justice, d'équilibre, mais en vrai, le top 9 de PL aurait sa place en Champions. Tu me dis que Brighton... C'est violent quand même ce que tu dis là, mais c'est hardcore, c'est vrai. Mais c'est pas faux, hein. Ben, franchement, les Aston Villa, là, tu les mets cette année en Ligue des Champions, ils s'en sortent, hein. Franchement, Brighton, tu les mets. Newcastle, ils y étaient, c'était leur première saison, mais c'était dans le groupe de la mort, ils étaient à ça de passer. Ils n'ont pas été ridicules. Évidemment, ils ont battu le PSG 4-1 chez eux. Donc, je pense que tu peux mettre facile 9 clubs anglais aujourd'hui en Champions, et ça montre à quel point ce championnat a continué à asseoir sa domination sur les autres. C'est vrai que c'est devenu une mini Super League, dans le sens où en plus, les salaires qui peuvent être proposés, l'attractivité de ces clubs. Aujourd'hui, je regarde par exemple le programme de PL, un Brighton-Newcastle, hein, quand même, replaçons-nous dans le contexte d'il y a 15 ans. Brighton-Newcastle, ça va être une des affiches les plus excitantes d'un week-end de foot. Tu vois Brighton-Newcastle sur le calendrier, c'est un match qui, je sais pas si tout le monde dans le monde entier va le regarder, mais en vrai, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent, tu sais que ça va être de la grosse qualité ce match, et que c'est un super match de foot. Si chaque week-end tu regardes les 5 affiches du week-end, les 5 matchs que tu as envie de voir, moi, il y a toujours au moins 3 matchs de Première Ligue dedans. Parfois 4, parfois 5. Donc c'est ouf à quel point la domination est énorme. Mais c'est une réalité, tu vois. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis, c'est pas... Tu sais, même dans ce qu'on fait, en fait, tu vois, moi, je le dis, souvent, j'ai des questions. Oui, Stan, bon, tu débriefes pas telle équipe, tu débriefes pas telle équipe. Déjà, tu as les conflits d'horaire, déjà à la base, qui sont des fois assez intenses entre certains championnats, tu vois, les samedis et les dimanches. Et au-delà de cela aussi, il y a cette hype-là, il y a cette audience-là, tu vois. Donc, effectivement, toi, en tant que Wilou, ben, tu n'es qu'un seul individu. Donc, tu consommes ton football, tu fais tes analyses et puis tout ça, tu vois. Donc, tu n'es pas plusieurs individus. Tu peux pas être là, avoir 25 000 têtes en disant qu'est-ce qui s'est passé. En vrai, mec, l'audience, elle est pas là tant que ça, non? Genre, sur la Première Ligue. La réalité, c'est que moi, c'est les matchs que je regarde le plus parce que c'est les meilleurs matchs, c'est les plus excitants, etc. Mais toi-même, tu fais tes débriefs d'United, de Liverpool, de Chelsea. Si c'est pas des clubs qui ont un petit peu une histoire francophone ou quoi, ça va faire beaucoup moins de vues que quand tu fais Real Madrid, Barça. Moi, je ferais beaucoup plus de vues sur la Ligue 1, en vrai, à couvrir systématiquement la Ligue 1 que la Première Ligue. Et les gars, il faut que tout le monde se mette à apprendre anglais et prenne son club anglais. Ça, ce serait le rêve. J'envie les youtubeurs britanniques qui peuvent un peu se focaliser sur la PL, qui est le meilleur championnat de très loin. Ils ont un marché énorme en plus, tu vois. Ils ont un marché, et puis leur marché, il devient même
anglophone international. C'est Que ça. ça touche le marché asiatique où les Anglais vont souvent faire leur pré-saison. C'est un très gros marché. Nigeria, Ghana, machin, tout ça, Tanzanie, tout ça, c'est des gros marchés de Première Ligue, tu vois. Les gars, ils vendent énormément là-bas. Donc, ça te crée ce gap-là. Mais ce gap-là existe rapidement où nous, à notre niveau, tu te dis, OK, moi, je regarde, je me dis en termes d'audience, bah, t'as la Liga. Donc, du coup, tu peux pas toucher à la Liga. Et juste après la Liga, finalement, en fait, tu regardes et tu te dis, OK, t'as la Première Ligue. Tu as la Ligue des Champions aussi, tu vois. Après, tu as l'Europa League quand tu arrives dans des phases finales et que tu as des grands clubs. C'est-à-dire que le football fonctionne un tout petit peu comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc, toi aussi, tu es obligé de canaliser tes énergies. Effectivement, la Première Ligue a cette spécificité-là de pouvoir t'offrir à chaque week-end des matchs intéressants, en fait, tu vois. Et à chaque week-end, tu n'en as pas juste un, tu n'en as pas juste deux, c'est toujours intéressant. Et bizarrement, et je sais pas, franchement, moi, je comprends pas des fois. Je me demande, est-ce qu'ils nous ont pas ensorcelés? Parce que bizarrement, même dans les bas du tableau, c'est intéressant. Moi, je suis là à suivre les Everton. Ouais, chaque semaine, je suis là. Le produit est très bon. Le produit est très bon. Les pelouses sont magnifiques, le marketing, les commentateurs sont nettement meilleurs. Ça commente tellement bien. Toute la culture autour du foot là-bas est bien au-dessus. C'est une dinguerie. Et maintenant, en Première Ligue, ils font des trucs que moi, j'apprécie beaucoup. Je vois, par exemple, le plateau officiel de la Première Ligue. Ils invitent des joueurs en activité qui viennent. Les gars, ils viennent commenter le match. Tu vois, la dernière fois, il y avait Newcastle qui jouait. Quand ils ont perdu, ils sont fait taper par, je sais plus, c'était Chelsea ou je sais plus qui les a tapés, ou West Ham ou Tottenham. Il y en a une des équipes là qui les a tapés. Et il y avait Murphy. Jacob Murphy qui était là, qui était sur le plateau, tu vois, avec les Alan Shearer, tout ça. Après, bon, tu sentais qu'il ne pouvait pas trop critiquer, tu vois, l'équipe adverse, mais là, il est venu, il a donné son point de vue. Je trouvais ça cool. En fait, ils ont une manière, j'ai l'impression, de faire un peu différente des autres, et ça se vend bien. Maintenant, en termes de niveau, effectivement, ça aussi, il faut l'accepter. Aujourd'hui, la Première Ligue, elle est ce qu'elle est. Les gens vont dire, des fois, c'est surcoté. Bon, chacun son opinion, chacun sa manière de le voir. Cependant, tu l'as dit tout à l'heure, un Brighton-Newcastle, bon, des fois, ça vend mieux qu'un Valence-Séville. Tu vois. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité, en fait, tu vois. Et bon, on peut pas l'enlever. Donc, heureusement, quand les gars, ils ont toujours ces deux, trois gros, là, j'ai envie de dire. Et ils ont un vivier de talent qui est énorme. Ça aussi, ça, on peut pas l'enlever à la Liga. Il y a des boys qui sont très, très talentueux. La Serie A, je pense qu'elle perd un tout petit peu, malheureusement. Et pourtant, c'est un paradoxe parce qu'en 2023, on a vu le retour de la Serie A, Willou. Tu vois. On a vu un peu le retour de la Serie A sur la... Puis le championnat est très kiffant sur qui va être champion. Ça fait quand même 5 ans qu'on a 5 champions différents. Champions différents. Moi, je parlais plus en Europe, excuse-moi. En Ligue des Champions, avec Naples, avec l'AC Milan, avec l'Inter, en fait, tu vois, voilà. Les 3 Italiens et puis tout ça, tu vois. Donc, il y a eu cette hype-là, en fait, autour de la Serie A. C'est juste que l'année passée, en fait, Naples, ils ont tellement dominé le championnat que c'était un peu... c'était rapide, quoi, en fait. Je me rappelle, je pense qu'on était pas en janvier, en février, on pensait que c'était déjà terminé. Là, je veux dire, Naples, c'est en fin de championnat qu'ils ont ralenti, je pense, un tout petit peu. Ils ont perdu, je pense, ils ont fait des matchs nuls par-ci, des trucs comme ça, des matchs pour être le titre, est-ce qu'on va le fêter chez nous, on va le fêter à l'extérieur. Oui, ils avaient pris ce but à la dernière minute de Boulaïdia là, contre Salernitana. Ils les avaient empêchés de fêter à la maison. Et... Ouais, non, mais ça, c'était aussi un gros truc. Mais non, par rapport à ça, t'as raison sur le fait que les autres championnats sont aussi intéressants. Mais tu sais, en Europe, on est quand même dans une position qui est très, très spéciale. C'est que même... en tant que créateur de contenu, si tu couvres les 5 championnats majeurs, on va dire, ok, mais pourquoi tu fais pas Portugal, Belgique, Pays-Bas? Si tu fais la Ligue 1 à fond, on va dire pourquoi tu fais pas la Ligue 2. De toute manière, there's no winning that game. C'est pas possible de tout couvrir, d'absolument tout cerner. Tu fais de ton mieux et tu fais ce qui t'intéresse. En vrai, moi, je fais le plus ce qui m'intéresse. La réalité, je me force pas à regarder les matchs qui m'intéressent pas. La plupart du temps, les matchs qui m'intéressent, c'est PL, c'est Champions, c'est Europa, un peu moins, c'est Coupe du Monde et Euro. Et avec ça, t'as déjà pas mal à manger. Hein. Avec ça, ça fait déjà pas mal de foot. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Moi, je regardais, je pense qu'en date de début décembre, j'étais à genre 330 et quelques vidéos, je pense, ou 340 vidéos sur l'année. Je me suis dit, et encore là, cette année, je pense que j'en ai mis beaucoup moins. Parce que je pense que l'année passée, j'étais à 100 de plus environ. Je pense que j'étais à 400, 450 ou un truc comme ça. Bon, cette année, il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup de choses. Tu vois, on essaie d'évoluer sur d'autres terrains. Donc, évidemment, je passe moins de temps devant la caméra. Mais c'est quand même encore très énorme. Tu vois, tu te regardes ça, tu te dis, ouais, c'est beaucoup, quoi, tu vois. C'est monstrueux, ouais. C'est une dinguerie. Donc, oui, effectivement, on essaie de faire ce qu'on peut au maximum. Donc, des fois, c'est pas parce que je sous-estime l'Italie ou quoi que ce soit. Beaucoup de respect pour ce qu'ils font en ce moment. En plus, c'est très entertaining et tout. Mais tu essaies de voir un peu, tu vois, les
audiences que tu as, Ouais, les gens qu'ils ont il y a, truc, d'autres etc. manières de couvrir, disons. C'est Parfois, on ça. fait des vidéos, genre on fait la draft de Serie A, ça permet de parler un petit peu de tout le monde. Exactement. Tu La peux faire vidéo des sur vidéos un peu Leverkusen, récap. la dernière fois, elle était très bien, la vidéo sur Exactement. Leverkusen, tout ça. Donc, Ouais, parce qu'avec Leverkusen, il y a aussi l'angle Xabi Alonso qui est intéressant. Mais oui, c'est sûr qu'après ces vidéos-là, bon, déjà elles prennent beaucoup de temps, il faut se focaliser à fond sur le club. Elles font moins de vues que les autres. Moi, je trouve que dans la stratégie, c'est pas mal d'utiliser l'angle de la Coupe d'Europe. Si tu couvres la Coupe d'Europe assidûment, ça te permet de parler des autres championnats. Tout La à fait. saison Tout dernière, à fait, on a énormément 100%. parlé de Serie A parce qu'il y avait ces parcours, voilà, de l'Inter. Bon, il y avait Naples aussi qui était spécial, un petit peu de l'AC Milan. Et de la même manière, tu peux parler de X, Y, Z. Il y a un moment, c'était l'Ajax, le gros phénomène. Donc tu parles un petit peu aussi du championnat néerlandais via ça. L'angle de la Champions, l'angle de l'Euro et après l'angle des sélections internationales aussi pour parler de joueurs dont on parle moins d'habitude. On essaye de trouver les portes d'entrée, mais tout ça pour dire, par rapport au point originel, qu'en 2023, je pense que la Première Ligue a encore continué d'asseoir sa domination grâce à sa puissance économique qui est juste délirante. Donc ça c'est un truc. Et peut-être pour vraiment finir, tu me diras si tu as d'autres choses, mais je vais un petit peu les énumérer en rapide. 2023, à voir la suite de l'histoire, mais on s'en souviendra peut-être comme le PSG qui change de stratégie. Le PSG qui passe du PSG Neymar, Messi, Ramos, acheter les stars des autres, à un Paris Saint-Germain qui cherche à bâtir ses propres stars, construire un petit peu son histoire à soi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a un pivot assez fort. On avait une équipe, l'équipe des marcheurs, qui pressait pas, à aujourd'hui une des équipes qui cherche le plus souvent, en tout cas, à presser avec les Zaïre Emery, avec les Ugarte, harceler un petit peu la ligne. Le PSG a quand même changé de visage par rapport à ça, tout en quelque part aussi 2023, c'est un peu quand on parlait des nouveaux visages, etc. C'est sûr qu'il y a un point à faire, je pense, sur Kylian Mbappé, parce que Mbappé, son année 2022 s'arrête sur la finale de Coupe du Monde, triplé en finale, postulant au Ballon d'Or, etc. 2023, c'est un peu décevant par rapport à ça. Alors, il est toujours le meilleur buteur de Ligue 1, il en a planté 29 l'année dernière, il est à 16 buts après 17 journées cette saison. Mais il n'avait pas eu trop d'influence au match retour contre le Bayern, l'élimination du PSG. Sur cette phase de groupe, il n'y a qu'un seul but dans le jeu. Cet été, il y a même eu une rumeur Mbappé à Al Hilal pour 200 millions, etc. Donc l'histoire Mbappé semble perdre un petit peu en vitesse, quoi. S'essouffle un petit peu. Moi, je suis encore extrêmement confiant parce que sur le talent pur, sur le talent brut, ça reste peut-être le joueur le plus talentueux du foot mondial, pas loin. Moi, je faisais l'autre jour un petit tweet. Si on réinitialisait tous les effectifs du football mondial et que tous les directeurs sportifs se posaient et que toi, t'es directeur sportif et t'as le premier pick, on redistribue tous les joueurs en mode draft et toi, t'as le premier pick, qui est-ce que tu prends? J'ai vu. Les gars ont dit Mbappé, j'ai vu, les gars, ils ont dit Mbappé. Voilà. Beaucoup, ils ont dit Mbappé. Mbappé, Bellingham, je pense que c'est entre ces deux-là quoi, que tu prends. Parce que le talent est phénoménal. Mais c'est censé être le meilleur joueur sans contestation du foot mondial. Et à une époque, quand il gagne cette Coupe du Monde là à 19 ans en 2018, il a le potentiel pour devenir un des plus grands joueurs de l'histoire. C'était ça qu'on disait. Et c'était pas normal de le dire. Oui, mais d'accord, ça, je suis d'accord sur ce point-là. Mais le problème aussi, après, c'est qu'il y a des choix de carrière, tu vois. Est-ce qu'il veut gagner une Ligue des Champions avec Paris? Ok, c'est possible, on le lui souhaite sincèrement, bonne chance. Mais cependant, nous tous, on va gagner une Ligue des Champions. Moi-même, Arsenal, je veux gagner une Ligue des Champions. Donc, c'est pas comme si chaque année, ça va être simple. Est-ce qu'il doit aller dans un de ces grands clubs-là, une de ces grandes institutions-là, pour espérer flourish, exploser et puis tout ça? Je ne sais pas. 2023, pour moi, est une année compliquée pour lui, franchement. Je suis désolé, mais c'est une année... Jusqu'à présent, tu l'as dit la dernière fois, il n'a pas renouvelé. On rentre en 2024, son contrat finit dans 6 mois. En fait, on fait quoi avec Mbappé? Donc voilà, le thème, c'est 2023, année de perte de vitesse pour Kylian Mbappé. Aussi parce que c'était une année sans compétition internationale. Les 5 plus grandes performances de Kylian Mbappé, il y en a au moins 4 que tu mets en sélection nationale, en équipe nationale avec l'équipe de France. Donc maintenant, en 2024... il y a un gros tour de Champions League à jouer, il y a une grosse campagne de Champions League à faire et il y a l'Euro à la fin. Donc peut-être que Mbappé peut devenir un joueur d'année pair parce que ça brille surtout avec l'équipe de France et peut-être que c'est suffisant pour te porter au firmament. Si tu gagnes 3 Coupes du Monde, 2 Euros, que tu fais une meilleure carrière internationale que Pelé, peut-être que l'argumentaire changera aussi. Mais tout ça pour dire, à la base, moi je suis d'accord, le principe c'était de dire 2023, année de perte de vitesse pour un gars qui s'est fait rattraper, comme on disait, par Erling Haaland, qui lui
a fait sa saison record en Première Ligue, qui est arrivé, qui a tout cassé à City pour sa première année en PL, et Jude Bellingham qui est en train de faire un truc monstrueux du côté du Real Madrid, qui se positionne comme étant le MVP de l'Angleterre, la connexion avec Harry Kane, l'Euro qui arrive, etc. À une époque, Mbappé devait être non seulement le joueur incontestable, le numéro 1 de la planète foot, même devant Neymar qui avait été pris plus cher. Ensuite, il devait être le plus grand joueur, un des plus grands joueurs de l'histoire. On commençait à réfléchir au temps de passage, combien de Coupes du Monde il fallait qu'il gagne pour devenir. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut déjà redevenir le joueur le plus important là à l'instant T. Donc cette petite perte de vitesse, je dirais que ça fait partie des thèmes de cette saison. Ce nouveau PSG, on va dire aussi, est peut-être plus performant collectivement, mais lui fait un petit peu moins de lumière que la saison passée, où on l'a vu beaucoup plus briller, mais dans un collectif dysfonctionnel. Là, le collectif, je pense, il a plus de promesses, il a un plafond plus élevé, mais Mbappé, on le voit un petit peu moins. Donc toute cette question, ce sera celle de 2024. Répondre à cette question, on va attendre en 2024, ça c'est 2024. C'est cool. Et pour finir, les tout derniers trucs que je voulais dire sur 2023, là je les énumère en mode rapide. Évidemment, on va quand même parler du fait que c'était la saison de City, c'était la grosse saison de City, c'était le rouleau compresseur, c'était la vengeance de Guardiola, c'est le triplé historique, mais tout ça, quand on sera historien du foot dans quelques années, avec aussi les menaces de fair play financier et les accusations sur le fair play financier en trame de fond, qui ont été révélés en février 2023. Donc c'est un peu toute l'ambivalence de ce Manchester City-là. Est-ce qu'on lui retirera un jour ses titres en 2027 ou quoi? En tout cas, Everton, on les a pas pardonnés. Voilà. Eux, ils ont pris moins 10 points. Voilà, nous tous, on attend. Voilà. C'est que saison 2022-2023. Les supporters des Gunners, là, se demandent si ils vont pas réussir à gratter le premier titre de PL, là, depuis longtemps, grâce à un petit sursaut administratif judiciaire. Ça, c'est un truc. Le choke du siècle pour Dortmund, ça, c'est aussi un énorme truc de l'année 2023. Naples champion, comme on l'a dit, et en parlant des grands entraîneurs et des entraîneurs qui ont des dynamiques fortes, Spalletti qui gagne le premier titre de Serie A de son histoire à son âge avancé et qui ensuite, dans la foulée, prend les rênes de la sélection italienne juste avant l'Euro. C'est quand même une des grandes histoires quand on parle de ceux qui ont vécu un très beau 2023. Bah pour lui, 2023, c'est peut-être la plus belle année de sa carrière et on parle d'un sacré monsieur. Et il se qualifie difficilement à la dernière journée, tu vois, en plus de ça. Oui, l'Italie, on sait que c'est toujours ric-rac en qualif. Il faut faire attention. Une fois, il se qualifie et il gagne le tournoi. Une fois, il se qualifie pas. Exactement. Donc, on verra dans quelques temps. Je dirais que 2023 aussi, si on prend un peu de perspective de recul, c'est le Barça qui continue de marcher sur la corde raide. Donc c'est le Barça qui regagne un titre de champion pour la première fois depuis 4 ans. Quand même énorme, avec une grosse défense, etc. C'est derrière le Barça qui prend Joao Félix, Cancelo, qui semble améliorer son effectif, mais en même temps, au prix de sacrifices financiers, les fameux leviers, on verra dans quelques années si tu les payes. En hypothéquant un petit peu ton avenir, en sacrifiant du chiffre d'affaires futur pour là essayer de survivre à court terme, de continuer à avoir du succès, et peut-être suffisamment de succès pour rembourser plus tard, ou pour que cette perte de revenus, elle soit compensée par une augmentation totale du gâteau. Tu donnes un petit peu quelque part par-ci par-là, mais tu dis que tu vas faire grandir le gâteau suffisamment pour que tu sois gagnant au change. Mais ça, on le sait pas encore. C'est le Barça qui joue le funambuliste, qui marche sur la corde raide. C'est l'équilibriste. Et on verra ce que ça donne. De la même manière, je dirais, sur les acrobaties économiques qui ont un petit peu rythmé 2023, il y a forcément Chelsea. Et Chelsea qui essaye un petit peu de hacker le système avec toute leur Todd Boehly. On en dit beaucoup de mal, évidemment. Il est un peu le clown, mais il est arrivé avec une stratégie très disruptive qui a forcé l'UEFA à changer son règlement sur la durée des contrats pour amortir l'ensemble du transfert sur 7 ou 8 ans. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais après, à la fin, là, en fait, on se pose la question, il est pris avec beaucoup de tocards quand même. Franchement, en fait, tu es pris avec des boys pendant 8 ans en fait, mais à des salaires très bas. Ouais, mais qui va les... En fait, ouais, bon. À des salaires très bas. Mais tu les envoies en prêt, en fait. Tu les vendras pas. C'est-à-dire que tu vas amortir, d'accord, sur 8 ans, mais amortir sans performance, ça sert à quoi? Bah, oui, soyons sérieux. Moi, je suis pas certain. Moi, je suis pas certain parce qu'un Modric, par exemple, s'il explose et que tu l'as sécurisé pendant 7 ans à 200 000 € par mois, t'es pas mal. Oui, mais pour le moment, il explose pas. Bon, là, ça fait déjà, ça fait un an, ça fait un an et demi. Moi, je pense que Chelsea, et ce sera intéressant, 2023, c'est la saison où on se moque un peu de Chelsea. Et moi, le premier, tout début d'année 2023, je fais cette vidéo. Et Chelsea, le Chelsea de Todd Boehly est-il l'ennemi du football avec leur nouvelle stratégie sur le marché des transferts, etc. On verra ce qu'on en dira en 2025-2026. Peut-être que ça aura totalement floppé. Peut-être que Todd Boehly, comme un investisseur, sera parti ailleurs. Son intérêt pour le foot aura un petit peu parti. Peut-être que c'était juste le jouet de quelques temps. On verra Chelsea dans quelques années. Je pense, pour l'instant, c'est dur à juger parce que c'est une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de voir les choses. Et peut-être ça fera un gros flop.
pour l'instant, c'est pas fou, c'est Après, clair. ils ont du talent, tu vois. Moi, ça qui On m'intéresse, verra. c'est qu'ils ont des joueurs quand même talentueux. Tu vois, moi, des boys comme Lavia, des boys, même les Chouameka, tout ça, Chukwuemeka, Chukwuemeka. excusez-moi. Ah, Enzo Fernandez est en train de s'imposer Mais comme Enzo étant est un un des très milieux bon très très joueur. C'est un intéressants de très, PL, très 22 bon ans. joueur. Même le petit Caicedo, là, finalement, tu vois, ça prend. Tu vois, peut-être le temps, bon, et tout. Donc, ils ont du talent, en fait. Moi, c'est ça mon problème. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs très Ils ont un bon coach talentueux. aussi, un bon coach. Ouais, et s'ils donnent le temps peut-être à Pochettino de travailler, écoute, tu n'as pas tort, hein. Peut-être que 2025, 2026, il faut peut-être donner du temps. Bon, les gars sont là pour 8 ans, donc tant qu'à y être, si ton Modric, il performe dans 3 ans et qu'il te donne une grosse saison à 20-25 buts, qui sait? Bon, on va voir, time will tell. Yes, yes, on verra pour Chelsea, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas la réponse. Mais il y a une question intéressante et peut-être qu'on en reparlera d'ici quelques années. Et enfin, les deux derniers trucs qui me restaient, Oui. c'était la belle année, parce que quelqu'un m'en a parlé sur Twitter et il a totalement raison, la belle année de l'histoire de Toulouse. J'avais jamais fait autant de vidéos sur Toulouse que cette année en 2023. Ça gagne la finale de Coupe de France, ça bat Liverpool en Europa League. Si t'es supporter toulousain, en 2023, c'est juste la plus belle année de ta vie. Et voilà, après avoir parlé de toutes les grandes histoires, les grands récits, les grands titres du foot européen, je voulais finir par cette petite dédicace aux Toulousains. Et ils ont fini deuxième de leur groupe, non, derrière Liverpool? Et exactement, ils Et sont qualifiés pour l'Europa. Ils Benfica. vont jouer qui? Benfica. Oh, c'est une belle Encore un rencontre, très gros ça. match. Ah, c'est cool, ça, franchement. Non, mais c'est cool, c'est le genre de match que tu veux. C'est supporter toulousain que tu vis ta best life en ce moment, tu vois. C'est clair, c'est clair. Le TFC au top. Ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Bah écoute, non, c'était une belle année. C'était une très belle année de football. On rentre sur 2024. Le problème de 2024, c'est que dès le début de l'année, en fait, le début de l'année va conditionner moi le reste de mon année. En fait, c'est que chacun ses problèmes. Tu sais, toi, tu as 6 mois en 2024. Parce que toi, dans tous les cas, Lyon, là, ça va, ça commence à remonter un peu, ça commence à vivre un peu, tu vois. Tu sens que les gars, ils vont s'en sortir. Ils vont jouer le maintien, ils vont s'en sortir. J'ai cru qu'on allait pouvoir plus. faire toute la vidéo sans parler de Non, 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 malheureusement, tu ne peux pas échapper de Lyon. Lyon, c'était 2023, quand même, franchement. Mais, ouais, je sais pas. J'appréhende maintenant cette nouvelle année parce que malheureusement, bon, moi, en tant que supporter de l'équipe nationale du Sénégal et sénégalais, évidemment, j'arrive en tant que champion d'Afrique en Côte d'Ivoire début 2024 et mon titre est en jeu. 13 janvier. Mon titre est en jeu dès le 13 janvier, quoi. Mon titre est de retour en jeu. Donc, tu vois, ça va conditionner un peu cette année-là. Et puis, on va voir aussi comment Arsenal va se gérer un peu. Et j'espère qu'en tout cas, qu'au niveau des Gunners, ils ont des, comment on appelle ça, des bonnes résolutions en 2024 et qu'ils vont réussir à tenir la cadence cette année et qu'il y aura un bon mercato aussi en janvier. Je pense que le mercato de janvier va être très important pour le reste de la saison, mais ouais, en tout cas, franchement, on a passé une très belle année football. Il n'y avait pas de Coupe du Monde cette année. Bon, ça m'a un peu manqué bizarrement à un moment donné. J'étais comme, en novembre, là, je me suis dit, ouais, quand même. Mais maintenant, on s'attend, hein, parce que non seulement l'Euro avait été repoussé de 2020 à 2021, et puis après un an et demi, on a la Coupe du Monde. Donc maintenant, on s'attend à avoir des Coupes du Monde et des Euros tous les ans. Mais ça arrivera peut-être, hein, ça arrivera peut-être, t'inquiète. Ouais, on part vers ça. J'ai l'impression qu'il y a des gars qui sont en train de travailler vers ça là-bas dans les hautes instances. En tout cas, Coupe du Monde des clubs. Ouais, c'était une grosse année 2023, c'était une énorme année 2023. C'était aussi une année de création du concept des drafts. Et normalement, sauf si tu m'abandonnes, mais on reprend en 2024 avec la méga draft de la CAN. T'es dispo pour un tournage 4 janvier? Ouais, normalement, on a une draft juste avant que, Inch'Allah, je prenne l'avion. Là, on a une draft à faire, tu vois. Là, ça me donne environ 10 jours pour préparer ma Exactement. draft. C'est les fêtes de fin d'année. Moi, je serai fête de fin d'année. Le matin, je me réveille chez mes parents. Ok, je commence à poser les premiers carnets, les premières réflexions sur la draft de la CAN. Qui arrivera donc tout au début janvier, juste avant le tournoi. On va dire 2-3 trucs sur la chaîne et encore plus sur la chaîne de Stan qui sera sur place pour couvrir l'événement. Donc rendez-vous de son côté, allez vous abonner. Il va y avoir encore 400 vidéos en 2024 sur sa chaîne. Moi, je vise autour de 300. 300, ce serait bien. Je crois cette année 250, un truc comme ça. Je suis quand même moins productif que Stan, mais à nous deux, ça fait genre quasiment 700 vidéos. Donc ça va être pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça fait peur. Les gens ont du contenu. Non, sincèrement, nous on est des gens importants pour les gars de YouTube. Quand même, on ramène du contenu. En tout cas, mais ouais, c'était cool. Merci beaucoup à tous, franchement, pour le soutien. Merci de nous avoir accompagnés au courant de cette année. Moi, je vous souhaite à vous tous, comme je dis à chaque fois à la fin de chaque vidéo, la paix et la santé, parce que je pense que c'est le plus important. La santé en 2024. Et puis voilà, quoi, franchement, que le tocarisme ne soit jamais fini. Que le tocarisme continue à régner. Plus de tocarisme en 2024. Et voilà, on va continuer à s'enjailler. On est là pour discuter football à chaque fois et ça fait vachement plaisir. Une année de plus.
Et puis, on se capte l'année prochaine. Eh ben, c'est magnifique, c'est Stan qui fait l'outro de la dernière vidéo sur ma chaîne de 2023. Donc, rien de plus à dire, un beau symbole de notre amitié. Prenez soin de vous, les amis, passez d'excellentes fêtes. Et on se dit à bientôt en 2024. Bisous.